porté, notamment pendant sa campagne et bien sûr depuis son élection. Les Français, en tout cas, semblent lui avoir donné ce mandat, puisqu'on va regarder les estimations de l'Institut ELAB qui donne ce soir une majorité très nette à l'alliance entre La République En Marche et le MoDem, entre 373 et 403 sièges. Majorité peut-être un petit peu moins franche que ce que laissaient penser peut-être les derniers sondages, mais majorité quand même. À droite, l'alliance Les Républicains UDI des Verts droite serait entre 107 et 127 sièges. À gauche, l'Attelage PS, PRG, Europe Écologie Les Verts entre 30 et 35 sièges seulement. À l'extrême gauche, la France Insoumise et le Parti communiste entre 22 et 27 sièges. Et puis à l'extrême droite, le Front National entre 5 et 7 sièges. Voilà donc pour les grands équilibres que nous donne ce soir l'Institut ELAB. On est en plateau ici avec nos invités. Jean-Pierre Petit. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Président des Cahiers Verts de l'économie. Jean-Baptiste Donnet avec nous également. Bonsoir Jean-Baptiste. Président de Croissance Plus. Jean-Marc Daniel avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Économiste et professeur à l'ESCP Europe. Et puis Manel Le Chypre et Mathieu Jolivet qui sont également avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue à tous. Commentaire déjà sur la majorité. Jean-Marc, c'est pas la plus grosse majorité de loin qu'on a observée dans la Ve République. On a déjà eu des précédents beaucoup plus lourds. Oui, on cite assez souvent la majorité de 1993, oui, qui était une majorité RPR et UDF. Donc c'est pas un seul parti, mais c'était deux partis qui avaient d'ailleurs un programme commun et qui avaient près de 480 députés sur une assemblée qui avait déjà 577 membres. Et on parle aussi de la Chambre qui avait été élue en juin 1968. Oui. On est plus proche des résultats de 81. En fait, on est un peu dans la logique de ce qu'avait représenté l'élection de François Mitterrand, c'est-à-dire l'élection de quelqu'un qui est arrivé un peu par surprise. Je rappelle que en décembre 1980, tout le monde le titrait, les journaux titraient « Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing peut être battu ?» Et puis Mitterrand avait gagné, et dans la foulée, il avait obtenu une assemblée qui était une assemblée avec une assez forte majorité, mais pas le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé pour En Marche et le raz-de-marée de 93. Et peut-être pas le raz-de-marée, en tout cas, qu'on espérait encore, parce qu'on nous annonçait encore il y a quelques jours, peut-être au moins 400 députés. Il y avait des projections à 450 députés En Marche. Ce qui aurait été proche de 93 en réalité. On est plus sous ces ordres-là. Alors, un mot de politique, mais vous allez voir, ça va nous emmener très très vite aux réformes économiques, donc portées par Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que vous avez vu que c'est le débat qui monte depuis quelques jours. Avantages et inconvénients, éventuels inconvénients d'une majorité trop large. Est-ce que pour vous, vraiment, en 30 secondes chacun, il y a un inconvénient au fait de disposer d'une majorité trop large finalement? Est-ce que c'est un long débat, Jean-Pierre? Non, moi je pense pas, parce que le seul gouvernement réformateur qui a eu lieu, qu'on a connu depuis 35 ans, c'est le gouvernement de 86-88. C'était un gouvernement qui avait une très faible majorité en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Il faut dire que le mode de scrutin avait été changé par Mitterrand pour évidemment faire représenter le Front National et gêner la droite, ce qui avait amené effectivement en 86 un résultat relativement étroit qui avait conduit à une relative discipline. À l'époque, c'était le RPR et l'UDF, pour mener des réformes qui ont été les seules ambitieuses qu'on ait connues depuis 35 ans. Donc après, avoir trouvé une trop forte majorité. Alors, il faudrait quand même, juste pour un peu nuancer ce que vous avez dit, il a quand même la majorité absolue. Il a une majorité absolue. Et sans le MoDem, d'après ce que j'ai compris. Donc, la seule force d'éventuelle opposition à l'intérieur de la nouvelle majorité, c'était éventuellement des frictions avec le MoDem. Apparemment, ce n'est pas le cas. En 30 secondes chacun, vraiment Emmanuel, avantage, inconvénient d'une majorité trop large. Il n'y a aucun lien statistique prouvé entre la taille de votre majorité et votre capacité réformatrice. Que ce qui compte, c'est de faire des réformes très vite. Et dans le cas que cite Jean-Pierre, ce qui compte, c'est pas tellement qu'il y ait eu une majorité étroite, c'est que c'était une cohabitation avec 2 ans pour faire des réformes. Et ce qu'on voit, c'est quoi? La question de la majorité, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est capable de la tenir? Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec le quinquennat, si vous faites pas les réformes dans les 2 premières années, vous ne les ferez pas. Vous ne les ferez pas. Donc la question de savoir est-ce que sur la durée, vous pouvez maintenir une très forte cohésion de votre majorité pour faire des réformes tout le temps, c'est une question qui, à mon avis, ne se pose plus beaucoup. On va voir ça. Donc c'est une question qui perd de son intérêt. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on fait les réformes au début ou pas? Et regardez, tous ceux qui ont fait des réformes tout de suite, ils les ont réussi. Prenez même Balladur en 93. Il est élu en mai. En juillet, il fait la réforme des retraites. Prenez 81. Toutes les réformes passent au début. Donc là, ce qui compte, c'est est-ce que, dès le début, il va faire des réformes importantes. Et pour continuer à tirer ce fil que toi, Emmanuel Le Chypre, vous prenez 93 d'une vague bleue et des réformes, exemples de réformes mises un peu plus tard, 95, Alain Juppé qui se prend le mur
de ses réformes. Ah oui, mais là, Mathieu, et qui, pour le coup, doit derrière donner sa démission. Vous prenez. Oui, mais là, Mathieu, c'est très différent parce qu'il fait le contraire de ce qui était dans le programme. Excuse-moi, c'est ça le problème. C'est que Chirac promet la lutte contre la fracture sociale, etc., et qu'on donne aux Français de l'austérité et de la rigueur. C'était pas vraiment pour ça qu'ils avaient été élus. Jean-Baptiste Denet, pour vous, est-il des inconvénients au fait de disposer d'une majorité trop large? On va parler de vos propositions, les propositions que vous avez soumises pour relancer la croissance. Pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle ce soir? Non, il n'y a pas d'inconvénient. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'abord qu'il dispose d'une majorité. Il semble que ce soit fait. Une majorité seule, donc juste République En Marche, il semble également que ce soit fait, enfin à voir. Mais ce qui nous importe, nous, c'est l'urgence des réformes. L'urgence avec laquelle ce gouvernement va non seulement tenir ses promesses électorales, mais la rapidité avec laquelle il va les tenir. Je crois que c'est tout ce qui nous intéresse. Et on va les détailler dans un instant. 70 propositions donc que vous avez suggérées pour relancer la croissance et l'emploi en France. Et on va voir ça dans un instant. Même question. Oui, en deux mots, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Pour moi, quand même, le gouvernement qui a fait le plus de réformes, c'est celui de 81. Alors, je veux bien que ces réformes... Mais dans quel sens? Oui, je veux bien que ces réformes n'aillent pas dans le sens... Il y a la réforme sélective, Jean-Pierre. La réforme n'allait pas dans le bon sens. Amorcer notre déclin, oui, effectivement, c'est des réformes. Oui, c'était une rupture par rapport à ce qui se faisait auparavant. Une rupture assez nette. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, Mitterrand a quand même fait par ordonnance, c'est-à-dire la réduction du temps de travail et les 39 heures sont passées par ordonnance. Deux, il avait la majorité à lui tout seul avec son Parti socialiste, mais il a tenu quand même à associer le Parti communiste au début à la démarche. Et trois, il a tenu sa majorité, c'est-à-dire que dès que sa majorité a donné le sentiment qu'elle voulait s'autonomiser par rapport à sa volonté présidentielle sur l'affaire de la reconstitution de carrière des généraux félons de la guerre d'Algérie, qui était une affaire à la fois microscopique et très surprenante, puisqu'il s'agissait effectivement pour la gauche de refaire la carrière de gens qui avaient fait un coup d'État d'extrême droite contre le général de Gaulle. Il leur a fait comprendre que ce n'était pas négociable. Et donc, d'emblée, il a marqué son pouvoir sur sa majorité. On voit bien que l'enjeu, à mon avis, c'est la capacité du chef de l'État à dire que c'est lui le chef, c'est lui qui incarne la réalité du pouvoir, et d'avoir un Premier ministre qui soit extrêmement légitime et qui relaie cette affaire. Alors, et pour conclure, Hollande, lui, il n'a pas réussi son coup. Il avait une majorité qui était confortable sans être très très large, et il n'avait pas un Premier ministre qui tenait sa majorité. Il a eu tout de suite des frondeurs qui lui ont empêché d'agir. Alors justement, ça aussi, ça va être un sujet qu'on va aborder avant de rentrer dans le dur des réformes de la feuille de route économique d'Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron et Édouard Philippe seront en mesure justement de tenir ce groupe qui sera conséquent, puisque je vous rappelle la projection entre 373 et 403 députés. Mathieu Jolivet, avant de savoir s'il peut les tenir, est-ce qu'on a une petite idée quand même de ce à quoi ressemble ce groupe République En Marche? Est-ce qu'il y a une typologie des élus de la République En Marche? C'est un groupe politique au profil totalement inédit. Déjà parce que vous avez une très large majorité de ces nouveaux députés qui n'ont jamais été élus députés de leur vie. Ensuite, si on regarde les différentes composantes, qu'est-ce qu'on voit? On voit un courant ça va s'affiner dans les prochaines heures, mais qui pourrait être le courant majoritaire au sein de ce groupe politique, qui est un courant issu de députés issus de la société civile. Parmi eux, on a de nombreux cadres supérieurs qui sont issus du secteur privé. Et il faut bien avoir en tête que pour tous ces nouveaux députés-là, avant d'adhérer à En Marche, ils n'avaient jamais de leur vie affiché de proximité politique particulière. Ensuite, vous avez un deuxième bloc, deuxième courant, qui va peser à peu près un tiers du groupe La République En Marche, ce sont des députés qui viennent de la gauche. Et dernier bloc, qui va peser aussi autour d'un tiers, où là, ça va être des nouveaux députés, tous issus des Républicains, donc de la droite et du MoDem. Et donc tout l'enjeu maintenant pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est de composer avec ces trois courants-là pour essayer de dégager une cohésion de groupe. Et c'est en ce sens que Édouard Philippe va réunir le week-end prochain pour un séminaire de travail de 2 jours tous ces nouveaux députés pour essayer de voir comment ils s'organisent entre eux et comment répartir les postes clés, en tête desquels on trouvera le président du groupe qui va être une sorte de super DRH qui va devoir mais ça va être ça le profil recherché, ça va être une forme de super DRH qui va devoir le contrôler, tenir un groupe de quelques 380, je prends la moyenne là, ce nouveau groupe. Et puis l'autre poste clé on en parlera peut-être, mais c'est celui du rapporteur général du budget qui va falloir déterminer. Beaucoup de cas dessus, beaucoup de gens qui ont créé leur boîte qui se retrouvent là. Vous avez déjà repéré celles et ceux qui, comme on dit, auront sans doute votre oreille, Jean-Baptiste Denet, pour des nous avions regardé ça la Combien de députés Croissance Plus alors? Ça, on attend tous les résultats. Non, il y avait 165
dans la liste de ceux qui étaient qualifiés pour le second tour, République En Marche, il y avait 165 éligibles qui venaient du monde de l'entreprise ou qui avaient eu un poste significatif dans l'entreprise dans les 10 dernières années. Ce qui est très important parce que ça représente plus de 30% de ceux qui étaient au second tour. Il y en a un qui a été élu au premier tour, d'ailleurs. Et il y en a un qui a été élu au premier tour. Il y a un sujet pour vous là sur la formation entre guillemets de ces élus et la manière dont il va falloir les driver au cours des prochaines semaines. Pour vous là, c'est non, on le voit à 81 où il y avait une assemblée qui était très représentative du monde enseignant. C'était d'ailleurs, on avait surnommé les députés les barbus en velours côtelé parce qu'ils avaient tous les pantalons de velours et ils avaient en velours et ils étaient très barbus, ils avaient la barbe, c'était une espèce de les héritiers de mai 68. Et effectivement, le personnage de Pierre Joxe qui avait été choisi comme président du groupe, et là je reviens à ce qui vient d'être dit, c'est le choix du président du groupe va être déterminant. Et en choisissant Pierre Joxe, François Mitterrand ne s'était pas trompé. La deuxième caractéristique, c'est que c'est quand même la première assemblée depuis la Libération où il y a autant de représentants du monde de l'entreprise. Alors à la Libération, c'était les militants du Parti communiste, donc ils arrivaient de l'entreprise là aussi, pas forcément par un parcours que mon voisin, par le côté de Jean-Pierre, mais enfin ils étaient ouvriers, ils connaissaient l'entreprise, ils avaient une vision de l'entreprise. Certes, une vision assez particulière de l'entreprise, mais ils avaient une vision de l'entreprise. Et là, je crois que c'est une démolition. Oui, là, je pense que c'est effectivement un plus, c'est-à-dire que on quitte des assemblées avec beaucoup d'enseignants, de médecins et d'avocats vers des assemblées plus proches du monde de l'entreprise. Je veux juste dire que ces histoires de cohésion, elles valent aujourd'hui, mais si vous voulez, tout va dépendre à la fois de la conjoncture politique, de la popularité de Macron, de la façon dont il va s'y prendre et de son gouvernement, et de la conjoncture économique. Cette cohésion... En fonction de ça, vous voyez émerger des frondeurs dans les prochains mois dans la majorité? C'est évident, de toute façon. Si jamais il y a des difficultés d'ordre politique, d'autorité, de résistance, de manifestation ou de popularité d'une manière générale, ou s'il y a des problèmes économiques plus graves, par exemple, ce quinquennat va quand même se juger sur 5 ans, il va y avoir sans doute des petits accidents au cours des prochaines années, eh bien c'est à ce moment-là qu'on verra la vraie cohésion de ce groupe En Marche. Alors la majorité en tout cas elle est là ce soir, je vous fais un rapide inventaire, non exhaustif bien sûr, de l'ensemble des chantiers des réformes économiques qu'a prôné Emmanuel Macron, donc réforme du marché du travail au sujet duquel les concertations sont en cours, et puis l'agenda qu'il a délivré il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, avec en toile de fond la réduction des dépenses publiques de 75 milliards d'euros sur 5 ans, relance du projet européen. Est-ce que vous me dites ce soir, là il n'y a plus d'excuses, ça y est, plus d'excuses pour enfin engager les réformes qu'il a appelées de ses vœux pendant sa campagne? Oui, non, Emmanuel, pour vous, il a aucune excuse dans la mesure où la conjonction pour que ces réformes réussissent, elle n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de facteurs qui permettent la mise en place des réformes. On l'a dit, beaucoup de réformes qui ont été faites dès le début des mandats ont réussi. C'est le cas là s'il fait la réforme notamment du marché du travail. Il s'y prend très tôt. La conjoncture économique est plutôt favorable. Il y a des réformes qui ont quand même été préparées depuis un moment. C'est-à-dire qu'on voit bien que la réforme du marché du travail, la remettre sur le métier comme ça tout le temps, c'est un gage aussi de réussite. Donc non, pour le coup, il n'aurait aucune excuse pour ne pas mettre en place ces réformes. Sur la réforme du marché du travail, on va s'arrêter là-dessus quelques minutes parce que c'est quand même la réforme qui est déjà lancée avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous me dites que les résultats de ce soir finalement constituent un encouragement, même si la majorité absolue était attendue, un encouragement pour lui à maintenir en état ses idées, quitte à pousser un petit peu les curseurs finalement dans les discussions avec les partenaires sociaux finalement? Jean-Marc. Non, je pense qu'il aille à la fois vite et assez loin, qu'il ne revienne pas en arrière sur des prétextes divers et variés par rapport à ce qu'il a annoncé. Il a une chance, c'est qu'il a une forme de légitimité, même si Mélenchon dit en réalité le monde du travail s'est abstenu. C'est-à-dire que le discours de Mélenchon, c'est qu'il y a une très forte abstention. Vous avez fait grève, vous avez commencé les grèves en n'allant pas voter, et qui n'est pas allé voter, c'est essentiellement les jeunes et ce qu'il appelle le monde du travail. Donc il y a effectivement eu un discours qui va être mis en avant, et donc il faut tout de suite ignorer ce discours, mettre en avant le fait qu'il y a une légitimité démocratique, elle est ce qu'elle est, le résultat est ce qu'il est. Les élections, si les gens voulaient s'exprimer,
il n'avait qu'à se déplacer. Il y a pas, personne n'a été empêché d'aller voter. Et donc, il a cette légitimité. Il a annoncé un contenu. À mon avis, il y a un troisième élément qui est clé, c'est que les syndicats qui étaient les plus opposés sont en train de se retirer d'une opposition systématique. En tout cas, c'est le cas de Force ouvrière, et la CGT donne l'impression de dire, écoutez, faites ça vite, qu'on en soit débarrassé, et puis qu'on passe à autre chose. Si vous devez le faire, faites-le, mais ne le laissez pas pourrir la situation. Donc, il a effectivement une situation assez favorable. Le seul écueil pour moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il donne l'impression, parce que symboliquement ce sera assez fort, de prendre une sorte de revanche sur les arbitrages qui ont été rendus par François Hollande et Manuel Valls au moment du débat autour de la loi El Khomri en janvier 2016, où il avait mis en avant cette loi nouvelle opportunité économique, et où effectivement un certain nombre de projets qu'il avait mis en avant ont été écartés, et lui-même a été écarté de la défense du dossier. Il ne faut pas qu'il donne l'impression qu'il a été élu pour prendre une revanche, mais véritablement qu'il a été élu pour aller de l'avant. Donc c'est pas forcément se départir de sa feuille de route finalement. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec Regardez ce qu'a dit Édouard Philippe la semaine dernière quand il a commencé à évoquer l'idée qu'on puisse éventuellement négocier en entreprise les motifs de cause du licenciement. Finalement, est-ce que vous dites que c'était un ballon d'essai? Est-ce que vous dites que le mandat ce soir qu'il a lui permet éventuellement de pousser un petit peu les feux plus loin vis-à-vis des... Sur le plan juridique et politique, il n'y a absolument pas de question. Il a la majorité absolue et il n'y a effectivement pas du tout de question de légitimité. Je vois même pas bien pourquoi on met ça en avant. La légitimité n'est pas liée au taux de participation. Juridiquement et politiquement, ça n'a pas de sens. Il y a un certain nombre de pays où le taux de participation, regardez Trump, Trump a eu un taux de participation d'à peine, même pas de 50%. Au niveau national, il a même perdu au niveau fédéral 3 millions de voix, mais jamais personne aux États-Unis n'a osé se prononcer sur sa légitimité. Donc il n'y a pas de question. Emmanuel Le Chypre, pour vous la question, quelle tournure prennent les négociations maintenant avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'on reste dans la feuille de route ou est-ce que ce résultat pour vous change quelque chose? On voit bien, alors apparemment nos camarades d'Alternative économique ont réussi à se procurer en fin de semaine dernière des documents qui seraient plus avancés, plus définitifs, au moins le dossier de la ministre sur quelques points. C'est vrai qu'il y a des propositions qui sont ambitieuses, sur tout ce qui concerne les plans sociaux, où en gros les seuils seraient assez nettement relevés. Effectivement, même si Jean-Marc disait qu'il fallait pas qu'il donne le sentiment de prendre une revanche, il y a cette possibilité, vous savez, assez qui avait été élargie sur les possibilités du licenciement économique quand vous faites pas de profit. Alors il y avait l'idée d'élargir sur l'ensemble de l'entreprise, sur tous les pays. Là, c'est qu'on reviendrait quand même à la notion de situation économique française. Bref, pour le moment, il part quand même sur des dispositions qui sont, disons que dans son projet, il n'y a rien qui montre qu'il recule par rapport à ce qui a été dans son programme. Il y a peut-être même un peu plus dans ce qu'il compte mettre sur la table que ce qu'il y avait dans son programme. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Danès, sur la réforme du marché du travail? Là, vous avez le sentiment seulement, je suis d'accord avec ça. Je reviendrai même pas sur cette histoire de légitimité parce que une association apolitique, c'est pas tellement notre sujet. Parce que je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que la promesse d'une promesse électorale, que maintenant il y a une majorité et que donc il n'y a plus aucune raison de ne pas tenir le calendrier ou l'agenda. Après la méthode, on voit bien qu'il y a quelques ballons d'essai qui ont été menés, mais les 3 ou 4 points qui comment vous les avez regardés, ces ballons d'essai? Pour vous, c'était... Oui, il faut sentir un peu, prendre un peu la température. Mais il a semblé quand même que c'était relativement acquis que ces réformes, les 3 ou 4 grands points des réformes que le gouvernement voulait faire, d'abord ils avaient été annoncés de longue date et qu'ils seraient faits et qu'ils passeraient par ordonnance. Il en a même peut-être plus besoin aujourd'hui, sauf pour gagner beaucoup de temps. Je crois surtout que il y a un phénomène de confiance et d'optimisme aujourd'hui dans l'entreprise suite à l'élection d'Emmanuel Macron. On le voit, on voit que les bons indicateurs sont plutôt là. Je crois que si ce gouvernement faisait les réformes de la loi travail ou les réformes travail immédiatement ou dans l'agenda qu'il avait donné, ça ne ferait que lui garantir un succès par la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 3-4 points qui sont sur la table aujourd'hui sont sûrement les plus durs au regard des syndicats dans la rue. Finalement, les autres réformes derrière seront des réformes plus fiscales, plus des réformes qui tiendront plutôt aux équilibres des comptes publics, réforme de la fiscalité, de l'IS dans l'entreprise, etc. Ouais, alors, là, et puis le deuxième point très important, mais rien n'a été annoncé pour le moment, c'est la réforme de la fonction publique sur laquelle M. Darmanin est en train de travailler.
Mais en tout cas, cette réforme de la loi travail, si les 3 ou 4 points qui sont sur la table passent maintenant, je crois que c'est un signe extrêmement positif parce que ça n'a pas été fait depuis 20 ans. Mathieu Jolivet. Oui, en fait, il faut réécouter ce qu'a dit Emmanuel Macron jeudi dernier face à la communauté des start-upers. Il a développé il a développé tout son discours autour du momentum. Le momentum qu'on traverse aujourd'hui, et il en est persuadé, Emmanuel Macron, c'est maintenant qu'on peut faire passer les réformes les plus dures, qu'on peut les mettre sur les rails parce qu'il y a un climat de confiance qu'on a rarement vu depuis plusieurs dizaines d'années. Sur le plan politique, la seule chose qu'il va falloir guetter quand même, c'est que là, depuis ce soir, il y a la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui fait un score meilleur que prévu. Et même si ils sont en capacité de créer un groupe politique à l'Assemblée nationale, et même si on parle de 20 à 35 députés, on parle de personnalités qui sont aussi en capacité de faire beaucoup de bruit, même s'ils sont peu nombreux. Et quand on voit le niveau d'abstention qu'évoquait Jean-Marc Daniel juste avant, c'est quand même un élément qu'il faudra surveiller, même si effectivement il y a ce momentum qui fait qu'a priori il a les coups des franches pour réformer. Jean-Pierre Petit. Si on n'arrive pas à réformer parce que la France Insoumise a plus de 30 députés, on fera jamais rien. Hein. Donc voilà, donc il faut y aller. Ils feront du bruit en tout cas, c'est ce que nous dit Mathieu. Non mais je veux dire, voilà. Okay. Et en plus, les réformes qui sont attendues sur le marché du travail, mais c'est d'un bon sens élémentaire. C'est pas seulement l'économiste qui parle, c'est le patron de TPE. Enfin, je veux dire, l'inversion de la hiérarchie des normes, la rationalisation des instances représentatives, le plafonnement les plafonnements des indemnités. Non, mais ça, c'est intéressant parce que Jean-Pierre, vous qui êtes patron, est-ce que vous êtes patron d'une petite entreprise? Est-ce que vous voyez passer votre temps à négocier tout le temps en permanence dans l'entreprise avec des représentants de syndicats? Oui, je passe ça avec mes salariés, je négocie chaque année leur rémunération. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, ça fait partie du job. Plus tu es dans une petite entreprise, plus tu dois négocier en bilatéral. Évidemment. Il y a beaucoup de patrons qui sont pas mais ça, c'est les PME qui ont plus de salariés. Voilà. Quand tu as quelques centaines de salariés, effectivement, ça devient plus dur. Mais c'est petit. Il passe du temps. Juste un truc, parce que on a évoqué tout à l'heure le secteur public. Pour moi, c'était le plus important, de passer d'abord sur le secteur public. Et d'ailleurs, ça rejoint la réforme du marché du travail, parce que, en fait, la réforme du marché du travail ne concerne que 70% des actifs dans ce pays-là. Je voudrais juste rappeler qu'il y a tous les indépendants, les professions libérales, etc., mais il y a tout le secteur public. C'est-à-dire à peu près 20%, ou voire un petit peu plus. De l'ensemble des actifs occupés. Donc la réforme du secteur public, et c'est probablement là où il y aurait le plus de choses à faire en termes de flexibilité générale, pas seulement microéconomique, mais flexibilité organisationnelle, puisqu'il y a zéro management, enfin il y a des déficiences de management, des déficiences de mobilité, des déficiences de recrutement, des déficiences de mobilité entre secteur public et secteur privé. C'est probablement là qu'il faudrait faire des... Sauf que les ennuis, les manifs... c'est comme l'argument des 30 députés. Après, il y a une question de tactique. C'est-à-dire que, par expérience, quand on met le secteur public dans une réforme, etc., ou qu'on fait une réforme du secteur public en même temps qu'une autre réforme, ça parasite. Regardez au moment de la loi El Khomri, qui a fait grève, qui a manifesté, qui a bloqué entre guillemets la France, c'était pas ceux qui étaient concernés par la réforme. Mais alors, si on commence par ces arguments, on ne fait jamais rien. Non, mais il y a peut-être une façon plus habile d'y arriver. Depuis 35 ans, on n'a jamais rien fait d'habile. Alors donc, c'est pas pour rien. Non, mais je crois que c'est l'explication qui fait que on fait pas en même temps la réforme du marché du travail et la réforme de l'État. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de cohérence pour amener il aurait peut-être fallu commencer par la réforme de l'État. Il faut de la cohérence, il faut de la détermination. Et la réforme, en fait, Jean-Baptiste Danet, Croissance Plus. Mais la réforme de l'État, en fait, aura un rôle majeur, au-delà de qui sera dans la rue, c'est qu'on touchera directement au déficit public. Donc, je pense que cette réforme, elle va être indispensable et essentielle. De toute façon, il va falloir financer un certain nombre de choses. Je reviens 2 secondes sur l'entreprise. Je crois que ces premiers paquets de réformes sur la loi travail, moi, je vous rejoins complètement. Elles ont été annoncées. Il a la majorité. Je pense qu'il va les faire. Et de toute façon, s'il les fait pas maintenant, on les fera jamais. Je pense que derrière, il y a une deuxième partie des réformes qui vont toucher des choses importantes, qui sont les retraites. Et puis, il y a un point dont on parle peu pour le moment, mais qui est crucial pour les chefs d'entreprise et pour les PME et les TPE, c'est le compte pénibilité. Oui. Il va falloir absolument qu'on enlève cette réforme et qu'on la repense de bout en bout. Elle tient pas debout, elle est mal ficelée. Et là, ça fait partie des
deuxième volet sur lesquels, effectivement, les syndicats ou la France Insoumise, plus qu'on après, pourraient éventuellement réagir. Et donc, il faut aller très très vite sur cette loi travail, les 3 ou 4 premiers articles. Bien, moi je rejoins complètement ce qui a été dit, mais vous savez, une incertitude prud'homale, c'est une loterie pour le chef d'entreprise, c'est inacceptable. J'entends parfois dire que c'est pas si grave, mais si, c'est extrêmement grave. Faut provisionner, ça dure 1 an et demi, ça coûte du juridique, ça fait perdre du temps et tout. La fusion des seuils ou déplafonner les seuils, c'est essentiel en termes d'emploi du temps pour un chef d'entreprise. Le nombre de réunions qui se passent aujourd'hui dans l'entreprise pour discuter de finalement pas grand-chose, c'est incroyable en termes d'emploi du temps. Et puis, faut pas oublier quelque chose, c'est que finalement, le dialogue social peut parfaitement exister et doit exister entre les chefs d'entreprise et les salariés directement. Il n'y a pas d'obligation pour nous à ce qu'il y ait de la représentation syndicale dès le premier tour. Et donc, sur ces points-là, on est extrêmement attentiste et extrêmement volontariste pour suivre et supporter ce gouvernement. On veut impérativement que ces réformes aient lieu et qu'elles aient lieu vite. Ça participe au climat de confiance et ça permettra de mener d'autres réformes par la suite. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il y a pour vous l'idée qu'on ne peut pas non plus se froisser définitivement avec les syndicats sur cette seule réforme du marché du travail? Parce que si on perd la confiance des partenaires sociaux, ça sera très très dur d'engager les prochaines réformes. Celles qu'Emmanuel Macron a mises sur la table. Oui, je crois que symboliquement, il ne faut pas les humilier, il ne faut pas engager le bras de fer systématiquement avec eux. Il a assez bien joué dans la mesure où il les a reçus. Il a assez mal joué dans la mesure où il y a eu des indiscrétions sur la façon dont il a interprété cette rencontre. C'est pas la vocation du chef de l'État de recevoir le syndicat, mais je crois que c'était important qu'il les reçoive. Et ce qui est important dans ce qu'il fait, c'est que, de toute façon, il a eu une sorte de feuille de route assez claire. Je gagne les présidentielles, puis je gagne les législatives, puis je fais la réforme du marché du travail, et puis après, je veux voter le budget 2018 avec un certain nombre de réformes dans le budget 2018 qui soient des réformes significatives pour équilibrer à terme les finances publiques. Et ma réforme du marché du travail fera baisser le chômage. Alors, je pense que ce qui est intéressant et habile dans ce qu'il fait, c'est qu'il tient de façon assez systématique son programme. Je gagne et ensuite j'agis, mais je ne mélange pas les deux. On annonce déjà qu'il va y avoir une démission du gouvernement après les élections et la reconstitution d'un nouveau gouvernement. C'est-à-dire, il y a eu un gouvernement pour les élections et il va y avoir un gouvernement pour les réformes, qui ne sera pas exactement le même s'il sera assez largement homogène au précédent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il a en plus, on le voit bien, une situation qui, en termes d'emploi, est une situation qui s'améliore. Il y a eu 90 000 créations d'emplois au premier trimestre. Donc, il peut en plus, s'il agit assez vite, faire en sorte que, intellectuellement, on associe cette amélioration générale du marché de l'emploi, d'abord à la confiance qu'il inspire et ensuite aux réformes qu'il fait. Même s'il y a une composante qui est une composante, ça s'améliore partout en Europe, l'évolution du marché de l'emploi est favorable partout en Europe. Mais il peut jouer là-dessus. Et donc, il faut qu'il montre une réelle détermination pour pouvoir dire, écoutez, c'est pas ce que j'ai agi. S'il se contente de négocier tout ça, et si le marché de l'emploi s'améliore parallèlement à une forme d'inertie et une forme de procrastination, on lui dira, écoutez, vous aviez des atouts. Que je posais à Jean-Marc à l'instant, est-ce qu'il y a pour vous l'idée que si on se rate, disons-le clairement là-dessus, sur cette réforme du marché du travail, c'est peut-être l'ensemble des réformes à suivre qui sont, on va pas dire compromises, mais qui seraient peut-être plus difficiles à faire passer. Jean-Pierre, comment est-ce que vous regardez ça, vous? Oui, 30 secondes vraiment, remarquez la bien sûr, s'il se rate. Alors, ça dépend de ce que vous entendez par s'il se rate. C'est-à-dire la rue, enfin la rendre. Là, je comprends pas toujours cet argument. Je dois avouer que là, c'est pas la rue qui décide, hein, parce que là, sinon il y a un sujet. Hein. Là, on a une culture effectivement de manifestation en France, nettement depuis la libération. Mais ça, j'ai jamais bien compris cet argument, hein. Car c'est un argument qu'utilisé d'ailleurs comme prétexte. Même si on a bien compris que les syndicats eux-mêmes ont de moins en moins envie d'aller en découte dans la rue aujourd'hui par rapport à ce qui était l'année dernière. Il va y avoir une loi sur la moralisation de la vie politique, hein, d'après. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une loi sur la moralisation de la vie syndicale. Eu égard à ce que représentent vraiment, puisque vous parliez de légitimité tout à l'heure, qu'est-ce que représentent les syndicats pour les actifs français? Ça doit être entre 5 et 8%. Hein. Voilà. Sur leur mode de financement, il y a quand même eu un rapport là-dessus en 2012 qui a été tout de suite étouffé sur leur mode de financement. Combien y a-t-il de gens payés par les impôts pour effectuer des tâches de représentation permanente dans les syndicats? Ça, il y a vraiment des trucs sur lesquels il faudrait revenir. Je ne vois pas en quoi cette pression permanente, à peine il y a le Parlement, on parle déjà d'une pression
En quoi c'est démocratique, ça? C'est juste qu'on sort d'une période. Moi, je l'ai suivi toutes les semaines. C'est totalement inefficient, évidemment, sur le plan économique, parce que ça explique. En quelque sorte, sur le plan d'une période où même si les équilibres politiques étaient différents qu'aujourd'hui, on a eu pendant 5 ans 18 députés qui ont empêché un gouvernement d'appliquer sa politique économique et sociale. Pendant 5 ans. C'est juste pour ça que j'alertais sur parfois la capacité de nuisance, une capacité sonore d'un groupe minoritaire. Non, mais là, on était dans le Parlement, donc là c'est légitime. Là, on parle d'autre chose. Guillaume parle de la pression de la rue. Donc il y a deux légitimités, si je comprends bien. Ou alors il y a deux démocraties, une démocratie politique et une démocratie sociale. Ça, c'est les faits. Mais non. Alors là, mais là, tu c'est parles notre histoire depuis 30 ans. C'est l'histoire de tentatives de réforme qui ne se font pas parce qu'il y a des manifestations dans la rue. J'ai lu la Constitution. Non, mais on s'en fout de la Constitution. C'est que dans les faits, politiquement, si on s'en fout, alors. Mais dans les faits, Jean-Pierre, on a voté qui explique notre déclin. Si on veut, évidemment, on est d'accord. Si on veut enrayer notre déclin, c'est bien le moment. Et si l'on reparle de refondation, si l'on reparle de 1958 ou de Gambetta, alors c'est bien pour faire autre chose. Bien. Parce que sinon on est enfermé intellectuellement et opérationnellement dans le déclin. Ça me parlera à parler de la rue. Allez, on marque une pause, messieurs, on revient dans 30 secondes. Édition spéciale qui continue sur BFM Business. À tout de suite. Émission spéciale, second tour des législatives 2017 sur BFM Business. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM. À Bordeaux, 107.3. À Nantes, 107.2. À Cannes, 104.4. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. À Orléans, 99.7. À Chambéry, 88.4. À Rennes, 102.4. À Courchevel, 94.9. À Fréjus, 102.8. À Grenoble, 100.8. À Laval, 100.0. Au bureau ou en voiture, toute l'écho sur BFM Business Radio. Émission spéciale, second tour des législatives 2017 avec Guillaume Paul sur BFM Business. Émission spéciale qui se poursuit donc sur BFM Business pour analyser ensemble les résultats de ce second tour des élections législatives. On est toujours en plateau ici avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Baptiste Danet, le président de Croissance Plus, l'économiste Jean-Marc Daniel et puis Manel Le Chypre et Mathieu Jolivet de BFM Business avec nous également. Résultats qui s'affinent, les nouvelles projections de l'Institut ELAB qui donnent une majorité un peu plus resserré par rapport aux premières estimations tombées un petit peu après 20h, entre 355 et 365 députés pour l'alliance La République En Marche et Modem. La droite, elle, progresse un petit peu par rapport aux premières estimations, entre 125 et 133 sièges. Ça progresse également du côté de la gauche, l'alliance PS-PRG, Europe Écologie Les Verts, entre 41 et 49 députés. L'extrême gauche, France Insoumise plus Parti communiste, entre 23 et 29 sièges. Et puis le Front National, crédité désormais de 6 à 8 sièges par l'Institut ELAB. D'un mot, Mathieu, c'est vrai que c'est un petit peu plus resserré que ce qu'on avait aux alentours de 20h, et même par rapport à ce qu'on nous laissait penser il y a quelques jours encore, finalement. Oui, mais ça lui laisse quand même les franches et une majorité clairement absolue pour mettre sur les rails ces premières réformes, en tout cas du côté de l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est de voir le profil totalement inédit de ce nouveau groupe politique, puisque pour une très large majorité d'entre eux, ils n'ont jamais été élus députés de leur vie. Et quand on va voir au sein de ce groupe, on va vraiment distinguer 3 blocs, 3 courants. Un premier qui sera peut-être majoritaire, le courant issu de la société civile, avec beaucoup de nouveaux députés qui, eux, viennent du secteur privé, qui sont
sont pour beaucoup d'entre eux des cadres supérieurs. Et il faut bien avoir en tête qu'avant d'adhérer au parti En Marche, aucun d'entre eux n'avait affiché de proximité politique particulière. Oui. Ensuite, on a un deuxième bloc qui va correspondre à peu près à un tiers des députés du groupe politique Les Républicains En Marche, qui sont des nouveaux députés issus de la gauche. Et enfin, dernier bloc, qui sont à peu près un tiers, où eux, ce sont des nouveaux députés issus des Républicains et du MoDem. Et donc maintenant, tout l'enjeu pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ça va être de devoir composer avec ces différentes tendances pour créer une cohésion de groupe. Et c'est dans ce sens qu'ils vont faire un séminaire de travail le week-end prochain, tous ensemble autour d'Édouard Philippe, pour voir comment on organise, comment on fixe des règles de groupe, et pour Édouard Philippe, comment tenir aussi ce nouveau groupe politique. Et Emmanuel Le Chypre, on disait hier, on a commencé à parler des grandes réformes, notamment la réforme du marché du travail, qui est le premier gros morceau du quinquennat et donc de la législature qui débute ce soir. Il y a aussi un gros sujet sur les questions de finances et de déficit, parce qu'on a bien compris que c'est une des promesses aussi d'Emmanuel Macron, c'est tenir les engagements budgétaires, préserver les déficits sous la fameuse barre des 3% du produit intérieur brut. Ça devrait pouvoir se faire pour cette année. Il y aura aussi une équation dans les prochains mois pour 2018. Là aussi, il y a un vrai sujet pour Emmanuel Macron. En fait, l'importance du sujet est inversement proportionnelle à sa capacité à faire les vraies réformes. C'est-à-dire que plus il fera passer la réforme, notamment la réforme du marché du travail, plus elle ira loin, plus il sera crédité d'être en capacité de faire des réformes, notamment par Bruxelles, nos partenaires européens, et on l'embêtera sans doute relativement moins sur la question des déficits publics. Après, c'est vrai que l'équation 2017, elle est plus compliquée que ce qu'il pensait, et elle est compliquée par tout un tas de dérives, de dépenses supplémentaires, dépenses engagées en fin de quinquennat, ou de quelques dépenses supplémentaires que propose Macron, etc. Et qu'effectivement, là, on devrait être autour. Alors bon, on sait pas encore très précisément, mais que là, grosso modo, entre 5 et 8 milliards d'euros qu'il devrait falloir trouver quand même pour boucler le budget de cette année. Alors normalement, il avait dit qu'il n'y aurait pas de collectif budgétaire cet été. Édouard Philippe a dit la semaine dernière qu'a priori il n'y en aurait pas, mais que, en fonction de ce que dirait la Cour des comptes dans le traditionnel audit de début de quinquennat, qui va arriver début juillet, là, peut-être, pourquoi pas. Il y a une question sur 2017. D'un mot, il y a une question sur 2018 aussi. Je voudrais qu'on en dise un mot, parce que ça va arriver à la rentrée, la préparation du budget 2018, où il va falloir peut-être trouver plus que quelques milliards, Emmanuel, pour le coup. Alors. Il a fait une promesse qui était de ne jamais dépasser la barre des 3%. Il a fait aussi une promesse en matière de gestion nouvelle des finances publiques. C'est-à-dire que c'est plus maintenant chaque ministre qui va négocier pied à pied sa mesure, où on parle de réforme, on essaye de voir, et où le Trésor essaye de convaincre les ministères, etc. Là, il veut vraiment que chaque patron d'administration ait un plan quasi quinquennal, en fait, et qui tienne ses grands objectifs et qu'il en soit responsable. Ce qui est une façon de changer un petit peu, mais vous savez, la LOLF qui avait été votée pour soi-disant optimiser, gérer les finances publiques selon une logique de résultats et non plus selon une logique de moyens, on voit qu'elle a jamais été vraiment mise en œuvre. Mathieu Jolivet. Juste une petite parenthèse, quand Emmanuel Le Chypre nous dit que peut-être pas il y aura des collectifs budgétaires, j'en parlais vendredi soir avec un des compagnons de la première heure d'Emmanuel Macron, qui m'expliquait qu'une des raisons, en fait, entre eux, qui explique le fait qu'ils ne veulent surtout pas faire de collectif budgétaire là maintenant, c'est parce qu'ils veulent gagner quelques semaines et quelques mois pour former justement tous les nouveaux députés à la technique budgétaire pure. Ouais. Parce qu'en fait, ils vont présenter fin septembre le nouveau budget 2018, et la rentrée parlementaire est en octobre. S'ils ne font pas de collectif budgétaire, ça laisse à peu près 3 mois pour les 350, 380, 400 nouveaux députés à commencer à mettre les mains dans le cambouis, parce que faire un collectif budgétaire derrière, il faut maîtriser la technique parlementaire pour t'imaginer. Technique parlementaire, et puis la technique budgétaire aussi, c'est pas évident. Donc ils ont 3 mois de formation, et c'est aussi pour ça que ils se laissent un peu de temps avant d'attaquer non seulement il faut que les députés maîtrisent la technique, mais là par exemple Emmanuel Le Chypre dit la négociation avec le Trésor. Or c'est pas le Trésor qui négocie, c'est le budget. Oui, c'est le budget. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que
Emmanuel Macron est aussi sorti de Bercy avec l'idée qu'il y a des féodalités dans Bercy et que parmi les réformes à faire, c'est aussi de faire en sorte que ces grandes directions, qui sont les directions de prestige, qui sont les directions de pouvoir, soient des directions qui apprennent à travailler davantage et mieux ensemble. Et il a dit, je vais faire un spoil system à l'américaine pour confier à ces hauts fonctionnaires dans une logique qui serait une logique de reprise du pouvoir par l'administration par rapport au cabinet ministériel. Je vais faire donc ce système en redéfinissant véritablement à la fois les missions de chacun et de faire en sorte qu'on arrête cette espèce de, encore une fois, de processus où on passe son temps en arbitrage, où quelques grands féodaux viennent présenter. Et donc, je pense qu'un des enjeux là aussi c'est de créer une forme de travail nouveau dans l'administration, une façon de présenter les choses nouvelles dans l'administration. Sur le budget aussi, la deuxième remarque, c'est que récemment, tout un tas de travaux ont été mis en place autour des réformes en Suède, et les Suédois ont remis en place les vieilles procédures budgétaires du XVIIIe siècle des Anglais, qui consistent effectivement, on ne négocie pas en justifiant ses demandes avec la direction du budget, on reçoit une enveloppe qui est calée sur les recettes fiscales qu'on l'on connaît. On sait qu'on a tant de recettes et on dit aux gens, voilà, vous avez tant de recettes. Avec ces recettes, vous avez droit à telle part du gâteau. Qu'est-ce que vous faites avec cette part du gâteau? Mais vous n'avez pas plus. Quels que soient vos projets, quelles que soient vos contraintes, c'est la part du gâteau que vous avez, c'est ça. Je voulais vous entendre, Emmanuel, on parlait du budget 2018, parce que là, il va y avoir un sujet aussi sur la transformation au nom du CICE et en allègement de charges pérennes. Là aussi, il y a un sujet pour l'an prochain. C'est-à-dire que dans les promesses, et on demandera à Jean-Baptiste dans les promesses, effectivement, il y a l'idée de transformer le crédit d'impôt en allègement de charges pérennes. Et c'est vrai que si on le fait en 2018, vous arrivez avec une double peine budgétaire. Une ardoise de 40 milliards. Bah oui, qui est qu'en 2018, il faudra payer le crédit d'impôt sur l'année précédente et en même temps se passer des recettes de cotisation puisque vous baissez les charges en même temps. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça que cette mesure-là serait peut-être reportée aussi. Donc ce serait un choix cornélien finalement. C'est soit je respecte, je me donne encore plus de chances de respecter mes sauf s'ils trouvent d'autres sources, sauf si la croissance est plus forte que prévu. Vous allez l'attendre au tournant là-dessus, Jean-Baptiste Danet, Emmanuel Macron sur l'attendre au tournant. Une fois de plus, c'est une. Non, parce que pour il y a une inquiétude à ce niveau-là pour 2018. Pour le moment, nous, on n'a pas d'inquiétude, puisqu'il a encore été dit récemment qu'il le ferait, donc il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, on va être, bien sûr, attitude très positive, mais également de grande vigilance. Le CICE, si on regarde bien, c'est jamais rendre aux entreprises à crédit, ce qu'on leur avait pris au comptant 3 ou 4 ans auparavant. Bon. Donc on leur rend. Effectivement, il y a une année où on va faire payer les deux en même temps si on le met en baisse de charge directe. Cependant, je crois que ce qui est très important, c'est une fois de plus, le cercle vertueux de l'urgence de la réforme, on pourrait appeler ça. Si on change et qu'on assouplit le marché du travail, si derrière on rassure les chefs d'entreprise sur leur capacité à embaucher plus facilement et à gérer leur entreprise, parce qu'on parle toujours des licenciements, mais c'est pas ça le problème, c'est à gérer leur entreprise et à s'adapter dans un monde qui bouge. Et que derrière, on améliore et on grave dans le marbre le fait que les charges vont baisser, je pense que ça crée en 2 ans un impact extrêmement positif, à la fois sur l'emploi et à la fois sur la rentabilité des entreprises. Je rappelle que la rentabilité des entreprises, on en retrouve une partie dans l'impôt sur les sociétés. On en retrouve également une partie dans les investissements des entreprises qui viennent en France. Et on devrait pouvoir, ça avec Jean-Marc on en parle fréquemment, pouvoir en retrouver une partie dans l'investissement, c'est-à-dire dans ces gens qui peuvent revenir et réinvestir en France. Alors, donc je crois que ce cercle vertueux, il est absolument essentiel. Alors le cercle vertueux, justement, Jean-Pierre Petit. Moi c'est vrai que je trouve de la confiance chez les chefs d'entreprise, chez les investisseurs et même chez les investisseurs étrangers. Oui. Pour la première fois, je sens de l'intérêt sur la France depuis quelques mois, quand je me rends à l'étranger, et donc ça c'est nouveau. En France... La commandette de l'intérêt, c'était quoi? C'était de la méfiance, de la défiance ou c'était quoi? La défiance, et légitime, à l'égard de la gouvernance française, bien évidemment, et du déclin français. Je sens de la confiance en France, mais je la sens, comment dirais-je, parce que les gens ont envie d'avoir confiance. Parce que les gens ont le sentiment que si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et que ce sera foutu, en quelque sorte, pour la prochaine élection. Et la prochaine élection, elle démarre dans 4 ans et demi. Donc on n'a pas tant de temps que cela. D'où l'importance de le faire rapidement. Oui, alors rapidement, mais il y a plein de choses à faire. Et je voudrais juste dire, parce que là on parle pas mal de conjoncture, etc. La croissance française, va tourner autour de 1,5, c'est génial. 1,5, enfin je veux dire, quand la zone euro peut tout à fait faire 2% cette année, la croissance mondiale va faire un petit peu plus de 3,5.
Macron, il n'a pas que des problèmes de flux à gérer. Il a des problèmes de stock, qui sont la résultante d'accumulation du déclin. Le stock de dette, on en parle à 98% du PIB, mais il y a le stock de dégradation du capital humain, la dégradation de notre système éducatif, nos classements qui sont absolument lamentables, dégradation du stock de capital productif. On a l'un des taux de robots industriels pour 100 emplois les plus faibles de l'OCDE. 5 fois moins un stock de défiance. Alors là, je vais au-delà du monde de l'entreprise, de défiance des Français à l'égard de l'autorité politique d'une certaine manière, et qu'on a vu s'illustrer quand même au cours de ces élections législatives avec des taux d'abstention quand même assez élevés. Donc, il parle pas. D'ailleurs, on ne part pas d'une situation d'engouement très fort à l'égard de Macron, puisque je rappelle quand même le cœur de la Ve République, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Il a été élu au premier tour. Il a eu un nombre de voix, proportion de voix de 24%. C'est le 3e président finalement élu. Le plus mal élu, donc, au deuxième tour. Au deuxième tour, on a dit qu'il avait fait 66%, mais si vous regardez par rapport aux inscrits, il a fait 43,5%, exactement dans la moyenne. Je sens un engouement médiatique autour de... il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Oui, non, mais je suis d'accord. Il n'y avait pas de parti, il n'y avait rien. Oui, non, mais d'accord. Faut pas minimiser la performance. Non, mais attends, c'est pas ça la question. Est-ce qu'il y aurait un engouement, une force populaire au sens général du terme, derrière Macron? Je suis désolé, sur le strict plan des chiffres, et même dans les derniers sondages, un mois après l'élection, il n'est pas très très bien situé, Macron. Non mais Jean-Pierre, quand les chefs d'entreprise en avril te disent avez-vous confiance dans l'économie française à 45%, et que un mois et demi après, ils répondent oui à 85%. Alors, deux choses, deux réponses. C'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à la confiance. L'économiste que je suis sait très bien la validité de ces sondages dans le temps long. Ah oui. Le chef d'entreprise que je suis, évidemment, encore plus. Donc, si jamais il se passe quelque chose de désagréable au plan macro-international ou au plan politique interne, je sais très bien ce que vaudront ces sondages à ce moment-là. Vous parlez de la prochaine crise, c'est ça, Jean-Pierre? Vous êtes en train de... La prochaine crise. Il y a deux sources, au moins deux. Sans parler des problèmes géopolitiques extrêmement challenging pour lui. Hein. Enfin, je veux dire, on a un président américain totalement imprévisible. On a les ambitions impériales de la Russie. On a une situation au Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, il n'a pas que des challenges sur le plan économique et social français. Il a des challenges absolument beaucoup plus engageants au niveau international également. Jean-Baptiste Danet, Croissance Plus. Rebondir sur ce que vous dites, dans nos baromètres, on ne voit pas effectivement d'engouement sur la personnalité. Je veux dire, c'est pas un phénomène les patrons aiment Macron ou pas. Par contre, il y a quelque chose qui ressort de façon assez étonnante, c'est, comme vous disiez, il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, personne ne le connaissait, et en fait, c'est cette capacité à gérer tout ce marketing des 18 derniers mois comme du marketing d'entreprise, avec une méthode qui quand même casse tout sur son passage. Je veux dire, il crée son mouvement, le mouvement fonctionne, il gagne l'élection, il passe le premier tour, il gagne l'élection, il présente ses candidats législatives. Tout le monde a dit pendant 3 mois qu'il n'y aurait pas les candidats, il gagne législatives. Je crois que ce qui est extrêmement intéressant, ce que les chefs d'entreprise regardent avec intérêt, c'est cette méthode qui c'est le succès du business plan. Exactement. Succès du business plan, succès du modèle. C'est-à-dire la start-up qui devient plus qu'une licorne, en fait, qui est vraiment, en 1 an et demi, sur son passage, en train de réussir à peu près tout ce qu'elle touche. Et ça, c'est très intéressant parce que la méthode est également à observer. Il faut juste... Emmanuel. Non, mais je veux dire, après, effectivement, il faut pas espérer non plus que tout va changer du jour au lendemain. La confiance, c'est ça, déjà, elle est là. Donc, elle ne pourrait même pas être là. Ce phénomène de bulle de confiance que décrit Jean-Pierre, il pourrait ne même pas être là. Et encore une fois, la confiance, c'est quoi? C'est que vous pensez que tout a changé alors que rien n'a changé, en fait. Hein, c'est ça, la confiance. Donc, ça, déjà, c'est bien. Et puis après, il faut pas espérer... Enfin, je veux dire, dans la grande légende des grands gouvernements réformateurs... Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher, etc. Regardez les débuts de Margaret Thatcher. C'est pas des
des débuts de grandes réformatrices. C'est pas des débuts de grandes réformatrices. Ça vient après. Ça prend un peu de temps. Jean-Marc Daniel. C'est très important. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait Margaret Thatcher? C'est la guerre des Malouines. Oui. C'est-à-dire qu'elle a conquis sa légitimité sur l'affirmation de l'autorité de l'État et de son autorité personnelle. Je pense que pour réussir des réformes, c'est ce que disait Mario Monti, il faut équilibrer les finances publiques, réformer le marché du travail et donner l'impression au pays que le pays a un chef. Pas un chef mégalomane, pas un dictateur, mais un chef, quelqu'un qui a une vision du pays et qui rétablit la dignité nationale. Mario Monti, il était allé à Washington en disant l'Italie fait partie des grandes puissances et moi je suis reçu par le président des États-Unis. Il l'a dit, Emmanuel, Margaret Thatcher, au début, ça n'a pas fonctionné de façon exceptionnelle. Ce qui a tout fait basculer, c'est la guerre des Malouines. Quand on regarde les réformes qui avaient été faites en Nouvelle-Zélande par David Lange, le Premier ministre, il avait fait pareil. Il avait commencé par faire quelques réformes, essayer d'équilibrer les finances publiques. Et là où il avait véritablement rebondi, c'est grâce à nous indirectement, grâce à l'affaire du Rainbow Warrior, où il avait dit aux Néo-Zélandais, chez nous, ça se passe pas comme ça. Et on va expliquer aux Français qu'ils ont beau être membres du Conseil permanent, du Conseil de sécurité, être une des grandes puissances, on ne nous parle pas comme ça. Et donc je pense qu'il faut que Emmanuel Macron trouve un moyen de redonner à la France cette confiance, mais pas uniquement dans une dimension marketing, dans une vraie dimension de fond. Il lui faut un fait d'armes, ça vous nous dites. Une sorte de fait d'armes. Oui. Vous prenez l'exemple de Jacques Chirac. Ce qu'il avait fait sur l'Irak était remarquable à tout point de vue. Mais quel gâchis! Il ne s'est rien passé dans la foulée. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire avec l'Irak ce qu'a fait Margaret Thatcher avec les Malouines. Et donc il faut pour Macron trouver un événement fondateur et surtout avoir la capacité politique et intellectuelle de l'utiliser. Je reviens 2 minutes sur le business plan d'Emmanuel Macron parce que là, depuis quelques heures, il vient de cocher la case législative. Sa prochaine étape, c'est de changer la manière de travailler dans l'hémicycle. Parce qu'en fait, une des grandes inquiétudes aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant mais regardez le visage de ce nouveau groupe politique, de ces nouveaux députés. Il y en a beaucoup qui ont passé leur vie à travailler dans des entreprises, dans le secteur privé. Il n'imagine même pas ce que c'est que le temps long inhérent à la vie législative. Eh bien, lui, Emmanuel Macron, est persuadé qu'il peut, avec ses nouveaux députés en défricheur, imposer une nouvelle méthode où il veut changer aussi les règles et la manière de travailler à l'Assemblée. Et vous allez voir qu'il va, alors je ne sais pas si ça va être à travers un projet de loi ou pourquoi pas même une réforme constitutionnelle à venir un peu plus tard, mais il veut changer le temps législatif pour que 3 mois par an, on s'occupe du budget. Donc là, on ne change rien de septembre à décembre. Ensuite, une grande partie du temps, le travail du député sera surtout de contrôler l'action au quotidien du gouvernement. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura 2 mois pour penser des projets de loi, ou 3 mois, 3 mois pour s'occuper du budget, et le reste du temps, on se cale sur ce que fait le gouvernement et on contrôle son action. Je voudrais juste revenir sur le contexte. On vient d'évoquer... Il nous restera 5 minutes pour parler d'Europe, on va dire c'est pas assez, mais qu'on les prenne quand même. Mais ça fait partie du contexte. Oui, ça fait partie du contexte. Je voudrais juste rappeler, et c'est très important le contexte, Margaret Thatcher vient d'être évoquée, elle a été élue en mai 1979. En mai 1979, c'est à peu près la période où démarrent les effets du second choc pétrolier, c'est-à-dire un choc extrêmement violent, qui envoie toutes les économies du monde occidental en récession violente, en 1981, 81, 82. Et effectivement, la guerre des Malouines, c'est 1982. Et elle l'emporte grâce à la guerre des Malouines, mais c'est pas là où, à mon avis, la référence à l'égard de Thatcher est pertinente, dans le cas qui nous intéresse, la comparaison avec la France d'aujourd'hui. C'est que Margaret Thatcher a toujours accepté la confrontation. La confrontation démocratique, mais la confrontation. Regardez ses discours aux communes. Elle regardait droit dans les yeux les travaillistes pour leur dire toute la responsabilité qu'ils avaient dans le déclin de l'industrie et de l'économie britannique. Et vis-à-vis de ce déclin, elle a pris des mesures assez radicales. Non seulement face aux mesures qui étaient prises par les travaillistes dans les années 70, mais face aux syndicats, qui bloquaient encore beaucoup plus le pays qu'aujourd'hui, avec les systèmes de closed shops, etc. Et moi, je pense que la vraie comparaison avec Thatcher, c'était sa capacité à affronter la réalité et à reconnaître, comment dirais-je, l'adversité politique d'une certaine manière. Ça sera son fait d'armes, donc la réforme du marché du travail, si elle passe, s'il arrive à imposer, ça sera son fait d'armes en fait, qui lui permettra de... Sauf que pour finir sur Thatcher, elle n'a pas fait que de la confrontation, du bras de fer et du rapport de force. Oh, elle a été C'est quelqu'un qui a fait de la pédagogie
énormément. C'est-à-dire, si vous relisez le nombre elle dit dans ses mémoires d'ailleurs le nombre de discours qu'elle faisait pour populariser ses réformes, pour les expliquer, etc. aux communes, devant les Britanniques, etc. C'est invraisemblable. Et vous considérez qu'Emmanuel Macron a fait ce travail de pédagogie jusqu'à présent? Pas encore. Et puis sur le marché du travail, sur le marché du travail, il y a un moment où il va falloir rentrer dans le dur aussi, parce que là, la méthode, c'est quoi? C'est on rencontre un par un les dirigeants syndicaux, mais il y a bien un moment où, alors on voit bien qu'ils donnent un petit biscuit à chacun pour essayer de calmer un peu. La CFDT, c'est sur le plafonnement des indemnités. Force ouvrière, c'est sur le niveau de négociation entre la branche et l'entreprise. Mais il y a bien un moment où il va falloir que tout le monde se mette autour de la table et dire les choses clairement, vraiment. Et ce moment-là, on ne l'a pas encore passé. Non, parce que par rapport à Thatcher, il est président de la République et il a un Premier ministre. Nos institutions sont un peu originales par rapport à ça. Et donc, ce travail de pédagogie, c'est Édouard Philippe qui doit le faire. Et donc, un des enjeux aussi, c'est qu'il trouve un modus vivendi avec son Premier ministre qui est... Or, jusqu'à présent, ça a été un exercice qui a été assez peu réussi. Ou bien on est allé jusqu'à l'affrontement, ça c'était Giscard Chirac. Ou bien on a eu des premiers ministres inexistants, ça c'était Jean-Marc Ayrault, ou Pierre Messmer. Et donc, je pense qu'il y a des exercices aussi, c'est comment est-ce qu'il va s'articuler avec un Premier ministre qui connaît pas très bien. Il est allé le chercher, même si le personnage a une assez bonne réputation, mais je pense qu'à titre personnel, les deux hommes ne se connaissent pas vraiment. Et donc, il va falloir qu'ils trouvent... Ils avaient travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble un peu, mais qu'ils trouvent un modus operandi, que chacun est... Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Édouard Philippe, là, il s'investit surtout sur l'aspect finances publiques. C'est-à-dire que l'aspect droit du travail, c'est sa ministre du Travail qui le conduit. Emmanuel Macron a reçu les syndicats. Édouard Philippe dit, j'attends le rapport de la Cour des comptes et je vais m'investir cet été sur la préparation du budget. Jean-Baptiste Danet, Croissance Plus, il nous reste 2 minutes. Si vous demandez en une grosse minute les quelques réformes clés sur lesquelles les entreprises vont attendre Emmanuel Macron là dans les prochaines semaines, les prochains mois, très concrètement. Le marché du travail, évidemment. Bien évoqué. Dans la foulée, compte pénibilité, extrêmement important pour nous. Ensuite, 2 ou 3 réformes fiscales. La flat tax, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire savoir en fait sur une durée du quinquennat exactement combien on doit payer sur les fruits du capital, donc une taxe unique. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Nous demandons également une révision complète de la CVAE. On ne sait pas si on va y arriver, mais nous considérons en fait qu'il faut remettre les régions en concurrence, qu'il faut remonter la CVAE au niveau national et remettre les régions en concurrence. Enfin, c'est un peu technique. Et baisser encore plus de l'impôt sur les sociétés. Donc là, ce sont les 2 réformes fiscales importantes. Et puis, 1 ou 2 réformes sur le financement qui nous paraissent essentielles. Diriger le financement des particuliers vers l'entreprise. Donc ça, c'est le PEA et PEA-PME. Déplafonner, comme ça a été fait notamment en Angleterre, où on a en fait une exonération, un déplafonnement à 1 million par foyer qui repartent et reflèchent vers l'entreprise. Et enfin, faire en sorte que tout ce qui est crowdlending soit aligné sur l'assurance vie pour que l'assurance vie cesse d'être l'outil de sécurité de la dette française. Encore une fois, sur tout ça, est-ce que vous avez le sentiment que le climat est propice, que c'est la bonne, concrètement, ce coup-ci-là, vraiment en tout cas, vraiment, nous l'espérons. Vous l'espérez non, mais vous attendez de voir, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce qu'on pense réellement, ce qu'on croit réellement, c'est que si les premières réformes sur le Code du travail sont faites pendant l'été, on croit vraiment que tout le reste va suivre. Parce que ce sont les plus compliqués qui sont sur la table. Ce sont celles qui n'ont jamais été faites. Premier gros morceau, effectivement, sur la table. Merci beaucoup, messieurs. Il nous reste une grosse minute. On va refaire on va redonner les estimations de l'Institut ELAB pour cette nouvelle Assemblée nationale avec une majorité, donc, peut-être un petit peu moins, majorité absolue, certes, mais peut-être un petit peu moins forte que ce qu'on espérait du côté, peut-être, de la République En Marche et du Modem. L'Alliance République En Marche Modem entre 355 et 365 sièges, d'après l'Institut ELAB. À droite, l'attelage, les Républicains, UDI, DVD entre 125 et 133. À gauche, le PS plus le PRG plus Europe Écologie Les Verts entre 41 et 49 députés. L'extrême gauche entre 23 et 29 et le Front National entre 6 et 8 députés. Voilà pour les grandes équipes ce soir du côté de l'Institut ELAB pour cette nouvelle Assemblée. On remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir en plateau. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Jean-Baptiste Danet, président de Croissance Plus, merci, bonsoir également. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe, merci. Jean-Marc, à très vite. Emmanuel Le Chypre et Mathieu Jolivet également avec nous ce soir sur BFM Business. Merci messieurs, à très vite. Merci. Le direct revient à 6h du matin sur BFM Business pour continuer bien sûr
d'analyser et commenter les deuxièmes tours, les résultats du deuxième tour de cette élection législative et bien sûr ses implications, la fameuse feuille de route économique d'Emmanuel Macron. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. Émission